la communauté nationale des gestionnaires pour le Québec et le Nunavut. Je m'identifie comme une femme blanche et le pronom que j'utilise est elle. J'ai les yeux bruns, les cheveux bruns mi-longs, fière d'être fonctionnaire fédéral depuis près de 35 ans. J'aimerais aussi souligner que je me situe sur un territoire où plusieurs nations se sont croisées et se croisent toujours. Kanien'kehá:ka est la nation gardienne des terres et des eaux où j'habite et je travaille. Ensemble, prenons le temps de considérer comment nous pouvons, à notre manière, contribuer et entreprendre des actions concrètes pour contribuer à notre réconciliation avec les peuples autochtones. Alors, du point de vue logistique, nous vous demandons de garder vos caméras et vos micros fermés, mais n'hésitez pas à utiliser le clavardage si vous avez des enjeux technologiques. Mes collègues Julie et Geneviève seront là pour vous aider. Pour les questions en lien avec la discussion, nous utiliserons la fonction Q&R que vous voyez dans votre menu. Nous réserverons du temps à la fin de la session pour répondre à vos questions. Alors, vous pouvez les poser au fil de la discussion, mais c'est à la fin qu'on va y répondre. Si la fonction Q&R ne fonctionne pas dans votre organisation, n'est pas disponible, utilisez le clavardage pour soumettre vos questions. Alors, on a dressé une liste de questions pour nos panélistes qui touchent plusieurs aspects du leadership, les compétences, la motivation, le développement de carrière, puis on ne pourrait pas passer à côté des valeurs et éthiques. Alors, sans plus tarder, je vais leur demander de se présenter brièvement. Et pour plus de détails, vous pourrez aussi consulter leur biographie sur la page de l'événement qui va se retrouver à être dans le chat. Alors, en vous présentant, chers panélistes, s'il vous plaît, indiquez votre poste actuel, votre parcours dans la fonction publique, puis une initiative ou un projet dont vous êtes particulièrement fier. Alors, on va y aller en ordre alphabétique. Alors, Maïté. Ordre alphabétique de nom de famille, c'est Maïté. Alors, je vous présente Maïté Chavez. Oui, bonjour, merci beaucoup, Martine. Je suis Maïté Chavez, je suis originaire du Pérou, mais j'habite dans la belle ville de Québec avec mon conjoint et mon petit garçon de 4 ans. Je ne suis pas français, mais ma langue d'origine, c'est l'espagnol. Donc, j'ai commencé, ça fait 15 ans, à Pêche Océan Canada comme analyste. J'ai fait quelques ministères et finalement, je suis revenue à 2 reprises à Pêche Océan Canada. Là, la dernière fois, c'était l'année passée comme gestionnaire de l'équipe des services stratégiques. Une réussite dont je suis fière, je suis très contente d'avoir mis en place, c'est le réseau des femmes au milieu de travail à la Côtière. C'est un réseau des femmes gestionnaires en fait, c'était un milieu sécuritaire pour que les femmes puissent partager des bons coups et des leçons apprises afin de mieux naviguer dans un ministère à caractère opérationnel. Donc, ça durait 1 an à peu près, là, et on essaye de mettre la même chose en place ici à Pêche Océan Canada, région du Québec. Voilà. Bien, merci beaucoup. Un bel accomplissement, mais bravo. Merci Maïté. Alors, je suis Marjorie Caillé, directrice du côté des Services partagés Canada. Donc, je m'occupe des réseaux et des serveurs pour la région du Québec, mais aussi pour les 3 territoires situés au nord du Canada. Donc, comme vous le connaissez, là, on a quand même un très grand territoire au nord. Je suis directrice depuis maintenant 8 ans, là, mais j'ai fait plusieurs ministères. J'ai commencé dans la fonction publique à travers un super programme qui n'existe plus, qui est un programme FEU, qui est le programme de stagiaire en gestion. Donc, en 95, je suis entrée dans la fonction publique et je me suis promenée. Alors, moi, j'ai vraiment un background sciences sociales, administration publique, gestion des organisations. Et c'est incroyable, je suis aboutie à service partagé en technologie de l'information. Donc, la fonction publique nous offre un espace incroyable pour se développer. Donc, j'ai œuvré en ressources humaines au départ dans ma carrière, mais ensuite, je suis allée au niveau de la gestion des opérations. Je suis maintenant là, à plus de 28 ans dans ma carrière, puis comme différemment de Maïté, mes filles sont rendues à un âge plus vieux, mais comme on dit, grands enfants, grands enjeux, comme on dit à la blague, là. Écoutez, dans mes réalisations, il y en a plusieurs, mais je vais vous dire qu'une qui a été assez, je voudrais peut-être extraordinaire, je peux la qualifier ici, c'est la capacité de trouver une voie de passage pour nos communautés autochtones, notamment au niveau des services sociaux.
des familles d'accueil sur les communautés autochtones. J'ai été directrice là, aux affaires autochtones, Service autochtone Canada maintenant. On avait des familles d'accueil sur communautés qui n'étaient pas rétribuées de la même façon que les familles d'accueil au Québec. Je vous épargne les écarts. Alors, table de négociation, j'ai dû faire preuve d'énormément de courage et de persévérance. 50 millions plus tard, on a fait la rétroaction, versé les rétroactions et ajusté la réalité pour nos communautés autochtones, nos familles d'accueil sur communautés autochtones. Donc, ça, c'est quelque chose pour lequel je suis fière. Puis, je vais mentionner le nom de Véronique Giguère, qui n'est pas ici présentement, mais qui m'a vraiment prêté main forte dans ce dossier-là. Merci. Bravo, merci. Ensuite, on va y aller avec Lisette Bonilla. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de l'invitation. Mon nom est Lisette Bonilla. Moi, je suis présentement la directrice générale régionale pour Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans le secteur de stratégie et politique d'innovation. C'est long, je le sais. En tout cas, pour la région du Québec, moi, ça fait 27 ans que je travaille pour la fonction publique. Puis comme Martine, je suis fière d'être une fonctionnaire. J'ai commencé comme étudiante. J'ai fait seulement 2 ministères, Immigration et Citoyenneté Canada, pendant 17 ans. Puis le reste de ma carrière, c'est ici au sein d'innovation. Bien, c'est sûr que j'ai plusieurs réalisations, comme il disait Marie-Josée, que je suis fière. Mais il y a une des réalisations, c'était quand même il y a quelques années à Immigration Canada où on avait détecté qu'il y avait de la fraude au niveau des personnes qui disaient qu'ils habitaient ici au Canada. Ils avaient les statuts de résidents permanents, mais qui ne l'étaient pas. Ils étaient à l'étranger. Donc, on a découvert cette fraude-là où il y en avait des milliers de personnes qui utilisaient les mêmes adresses disant qu'ils habitaient ici. Puis il y en avait une compagnie quand même de consultants qui arrangeait pour qu'ils fassent croire au gouvernement justement que le monde habitait ici. Fait que je suis fière de ce projet, réalisation, parce que ce projet-là, il a amené plusieurs ministères à travailler ensemble. Fait qu'on travaillait avec l'Agence de services frontaliers du Canada, avec la GRC, avec Passeport Canada, même avec le Québec au niveau de la carte maladie, parce qu'évidemment, toutes ces personnes-là, il y avait une carte de maladie, puis ils venaient seulement pour se faire soigner. Fait que quand même, c'est un gros projet que ça a duré quand même une couple d'années, mais que ça a amené à travailler ensemble des organisations, puis aussi ça a permis aussi d'identifier des lacunes qu'on avait dans nos processus au niveau des temps d'immigration, comme de l'agence puis d'autres ministères, puis assurer un petit peu plus nos processus évidemment pour l'intégrité du programme, puis aussi pour la protection de tous les citoyens canadiens aussi, puis les frais qui viennent avec ce type de fraude. Fait que ça, c'était encore une fois un travail vraiment de fait en équipe avec différents ministères. Ben oui, ben, bravo, mais merci aussi d'avoir mis fin à cette fraude-là. Alors maintenant, Suzy Boudreau. Oui, ben, bonjour tout le monde. Merci à tout le monde de participer à l'événement. En fait, moi, je suis directrice depuis 2 ans à Services publics et approvisionnement Canada. Par contre, j'ai 24 ans d'expérience dans le gouvernement fédéral. J'ai un parcours professionnel qui est et gestionnaire assez diversifié. Je suis passée par Montréal, Québec, Montjoly et maintenant Matane. Alors, voyager vers l'Est. J'ai passé par Développement économique Canada, Pêche et Océan Canada aussi. J'ai eu divers mandats très diversifiés, soit en gestion des politiques, des résultats ministériels, la gestion de programmes de subvention, contribution, les consultations autochtones. Et maintenant, je suis très fière de travailler pour SPAC, en fait, au niveau de la direction de l'imagerie et du receveur général. Je dirige des projets d'intégration de solutions là, qui se veulent innovatrices là, et aussi toute l'amélioration continue. Ça a toujours été un peu mon dada professionnel, tout ce qui est lean management, amélioration de la performance, de l'efficacité, de l'efficience. Puis, on aide divers ministères ici au niveau de la numérisation et le traitement des données numériques. Je dirais que l'initiative dans laquelle je suis la plus fière, je dirais que c'est celle que je fais en ce moment, qui est de mettre en place depuis 2 ans une super équipe en amélioration continue et avec des collaborateurs partout, au niveau des TI, entre autres, et d'établir des partenariats, là, parce qu'on a quand même en région peu de moyens, peu de capacités.
on n'est pas très visible là, sur la carte nationale et parfois politique. Donc, c'est important de toujours innover. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici là, en changeant les approches et les technologies pour Matane, mais au bénéfice des autres ministères fédéraux. Alors, bonne session tout le monde. Merci. Puis si on continue avec toi, Suzy, alors quelles seraient les compétences, les connaissances ou attitudes qui t'ont servi le mieux au cours de ta carrière? Par mon parcours professionnel, je pense que ça a toujours été de promouvoir l'innovation puis d'orienter le changement. Puis c'est ça qui m'a permis, je pense, de me rendre à un niveau exécutif. Alors, pour ceux qui veulent devenir exécutif, il y a différents moyens et différentes façons, mais moi, de mon côté, ça a été vraiment l'innovation, tu sais, j'ai jamais eu peur de l'inconnu. Il y avait souvent beaucoup d'ambiguïté dans mes mandats, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de développer aussi une certaine rigueur, des méthodes de travail avec les équipes. L'organisation du travail, c'est quelque chose qui est super important pour avancer, voir notre progrès documenté. Aussi, je dirais, s'entourer de leaders positifs, ça, c'est super important. Des fois, on n'a pas vraiment le choix toujours des collaborateurs avec lesquels on fait affaire, mais si on peut avoir un noyau dur de gens qui sont positifs, qui vont nous amener vers où on veut aller collectivement. Puis je compte beaucoup sur les forces de chacun aussi, de reconnaître les forces de chacun dans une équipe. Puis la communication, c'est super important parce que pour une région ou pour Matane, Montjoly ou même Québec, il faut sans cesse communiquer aussi vers le haut, là, pas seulement avec nos équipes. Nos équipes sont très près de nous, mais communiquer aussi vers le haut pour soutenir des initiatives. Fait que je dirais que ça, c'est en termes de promouvoir l'innovation, la gestion du changement, c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière là, personnellement. Suzy parlait de collaborateurs. Marie-Josée, ce serait quoi les traits de caractère que tu apprécies le plus, toi, chez tes proches collaborateurs? En fait, c'est excellent que tu parles de traits de caractère. Là. Je vais ouvrir la porte. Là. Je ne sais pas si la majorité des organisations ont emboîté le pas avec la fameuse théorie liée sur le leadership basé sur le caractère. Je sais que le bureau du dirigeant principal des ressources humaines regardait la donne. J'ai fait un petit document avec des références, je vous l'enverrai par la suite, mais il y a 11 traits de caractère qui sont, selon moi, très importants. Mais moi, il y en a 3 que je vais vraiment, pour lesquels, pour moi, c'est important. Le premier, c'est le courage managérial. Il faut avoir le courage de questionner le statu quo, il faut avoir le courage de prendre des actions, il faut avoir le courage de faire preuve de décision. Puis, écoutez, Paul Tellier le disait, là, c'est un ancien greffier là, de notre fonction publique. On sent parfois que ça s'est perdu avec le temps, là, en termes de gestion de risque et tout. Là. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis une fille qui peut être assez hors des sentiers battus. Il faut avancer la donne, puis il faut s'assurer de donner un excellent service et il faut faire preuve de courage. Le deuxième, je dirais, c'est toute la notion de drive, là, en réalité, mais bon, le terme est différent en français, mais j'aime bien utiliser drive, là, avoir la drive d'avancer les dossiers. Fait que le courage, mais de prendre les actions nécessaires et de les avancer. Moi, je dis d'escalader les montagnes. Alors, la vie, c'est un chemin parsemé de montagnes, donc pas besoin de les attaquer tout en même temps, mais au moins de faire les pas nécessaires. Et tout ça dans son ensemble avec une trame de fond extrêmement importante qui est l'humanité. Donc, vous êtes en situation de gestion et là, vous travaillez avec des humains, vous travaillez avec des personnes humaines, avec des sensibilités, avec des réalités différentes. Alors, c'est là qu'il faut faire vraiment preuve d'humanité. Puis quand on parle d'humanité, on parle d'introspection. Fait que tout ça, les compétences clés en leadership ou le caractère basé, leadership basé sur le caractère, ça vient avec une lorgnette essentielle de comment on est comme cadre, comme gestionnaire, et de s'assurer d'avoir une loupe pour se regarder. Puis là, je vais juste mentionner la fenêtre de Johari. Vous aurez la référence. Allez lire à cet effet-là. C'est extrêmement important que vous passiez à travers cette notion-là pour vous assurer que vous faites les choses adéquatement puis que vous ne cassez pas trop ou en fait que vous affectez pas trop de gens autour de vous quand vous travaillez comme gestionnaire ou comme cadre. C'est tout. Merci. Lisette, pourrais-tu nous dire la même question, mais à l'inverse, des traits de caractère que tu apprécies moins de tes proches collaborateurs? Oui, c'est ça. Ben moi, mettons, quelqu'un qui ne collabore pas, qui ne travaille pas en équipe, pour moi, c'est une turn-off, comme on dit en anglais. Désolée pour l'anglicisme. Moi, je trouve que quelqu'un aussi qui a
qui manque d'honnêteté, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous tes collaborateurs ils doivent être d'accord avec toi, ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir le même point de vue que toi, ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste d'être franc, la transparence. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Fait que quelqu'un qui n'est pas transparent, quelqu'un qui a peut-être un agenda en arrière de ça, je suis comme pas capable je vais être capable de travailler avec la personne, mais j'apprécie pas ça du tout. Puis aussi le fait justement de manque de solidarité, c'est ça, d'être authentique. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment des traits que je trouve que ça ne fait pas avancer personne de quelqu'un que, tu sais, je ne peux pas faire confiance parce que justement, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, où il y a des cartes cachées. C'est vraiment tout, ça revient à la même chose. Puis aussi, le manque de respect, comme Marie-Josée disait, c'est très important d'être humain, puis le manque de respect. Puis c'est pas justement dans la façon de parler à quelqu'un, mais la façon d'agir aussi avec quelqu'un. Il y a tellement des façons, tu sais, de manquer de respect à quelqu'un. Fait que moi, je trouve que ça, c'est des traits que... Puis malheureusement, il y a des personnes aussi, quand ils veulent monter dans l'échelle, ben ils vont piler sur d'autres personnes en pensant que comme ça, ils vont avancer. Moi, je trouve que c'est tout le contraire parce que tu t'es créé, tu sais, d'autres... ben c'est ça, tu t'es créé une réputation que, mettons, ça ne va pas t'aider dans le futur. Fait que c'est vraiment, ça reste aussi le côté humain. Moi, je trouve que c'est très important de travailler, quelqu'un qui peut être négligent aussi envers les employés. Moi, je trouve que c'est inacceptable au niveau de la gestion. On a une responsabilité quand même qui vient avec. Fait que c'est ça, quand tu travailles avec des collègues, mettons, ils coupent les coins ronds, comme on dit, des fois, juste pas pour les bonnes raisons. Fait que ça, je trouve aussi que c'est pas des traits, mettons, que moi, ou des actions que je vais apprécier nécessairement. Maïté, pour le côté humain, là, comment tu t'assures que ça soit, parce que c'est important, on le voit, Marie-Josée en a parlé, Lisette en parle, comment tu t'assures que ça soit au centre des préoccupations des superviseurs et des gestionnaires qui sont sous toi? Mais j'aime beaucoup, tu me poses cette question-là. Moi, mon style de gestion, j'aime beaucoup justement aller chercher le côté humain d'une personne. Ça veut dire l'empathie, l'intelligence émotionnelle, ce sont deux caractéristiques, je pense, qui devraient être au sein et devraient développer à chaque niveau de gestion. Et ça veut dire on est des analystes, on est des ingénieurs, on est des conseillères, mais avant tout, on s'est présenté tous, on est des personnes holistiques, là, tu sais, on a notre vie au travail, mais on a notre vie à l'extérieur du travail, on a nos passions qui ne sont pas nécessairement, des fois oui, liées au milieu de travail. Donc, tu sais, j'essaie de mettre en place des initiatives j'ai eu la chance dans les 12 dernières années, quand je travaillais à la Gare Côtière, quand j'avais les postes de direction, j'avais une équipe justement qui s'occupait du bien-être. Donc, on travaillait beaucoup à mettre en place des activités, des réseaux d'abord. Les réseaux, on a parlé, je ne me souviens pas si c'était Marie-Josée aussi, le fait de bien s'entourer des personnes qui vont nous aider à naviguer, à être des meilleures personnes, mais aussi à apprendre en fonction de nos expériences, à partager nos expériences. Donc, je crois beaucoup les activités de team building, là des affaires. Tu sais, je me souviens, je vais vous donner un exemple très simple. Tu sais, une fois, on était dans une équipe, on a apporté des pâtes à moller et chaque personne devrait faire une sculpture de quelque chose qui les représentait dans l'ensemble. Et j'ai découvert qu'un de mes meilleurs analystes, je ne vais jamais oublier, c'était en fait un musicien qui finalement a laissé sa carrière d'analyse principale pour devenir musicienne. C'est vraiment, quand j'ai appris la surprise de voir que cette personne-là était pas dans les chiffres ou dans les lettres, mais plutôt dans l'art, et je me suis dit, tu sais, il faut mettre en place plus d'outils, plus d'espaces où on puisse connaître ce qui est en arrière une personne. Et je vais revenir beaucoup à l'intelligence émotionnelle parce qu'on parle beaucoup des priorités, on parle beaucoup des projets, on parle beaucoup, et c'est important, mais chaque personne gère son mandat, son espace de travail de façon différente. Et c'est juste en ayant des espaces où on se connaît l'un à l'autre, comme notre monde dans des bilades, dans des rencontres. Ces bilades, c'est vraiment bidirectionnel. C'est là qu'on peut apprendre comment une personne gère plus ou moins mieux au moins bien certaines situations. Donc, ça va des deux côtés. Ça va du côté gestionnaire, ça va du côté de la direction, mais ça va aussi du côté des employés.
Tu parlais de holistique. Oui, on a notre vie personnelle, notre vie professionnelle, tout ça. Suzy, j'aimerais ça que tu nous dises, parce que le chapeau de cadre et tout ça, ça vous suit dans votre vie personnelle. Qu'est-ce que tu fais sur ton temps personnel qui contribue pour toi d'être un meilleur leader? Ben, en fait, je reviens un petit peu à ce que Marie-Josée a mentionné, la fenêtre de Joaillerie. Tu sais, il faut être capable de bien se connaître parce qu'on est confronté régulièrement à des situations un petit peu inconnues, d'urgence, de pression, on veut pas. Donc, c'est important de bien réagir dans ces conditions-là. Il y a un an, tu sais, on m'a donné un peu le mandat de gérer à quelque part la grève. Donc, j'étais confrontée à différentes réactions humaines et d'accumulation aussi de tout ça. En fait, on n'avait pas vraiment de pouvoir de négociation, mais c'est quand même, on est confronté à toutes sortes de situations comme gestionnaire et comme cadre. Donc, c'est important de bien se connaître. Puis, ce que je fais dans ma vie personnelle, ben, en fait, je vais essayer de participer à des activités qui vont me détendre, là, c'est sûr. Dans la nature, à Matane, on est choyé pour ça, mais aussi de lire, de prendre le temps de lire, de prendre le temps de prendre du recul aussi, c'est important, d'être à l'écoute de soi-même et de ses limites. Ça, c'est toujours quelque chose qui a été une difficulté pour moi parce que je suis personne passionnée et très engagée. Je pense qu'on est tous un petit peu comme ça, comme quand on devient gestionnaire ou cadre, mais comment on peut prendre une certaine distance parce que même dans un milieu très local et régional, c'est quasiment notre famille, nos amis, c'est nos voisins. Donc, c'est d'être capable de prendre cette distance-là. Donc, c'est important de prendre du temps pour soi, que ce soit la course à pied, dans mon cas, le ski raquette l'hiver, le kayak. Pour moi, ça m'aide beaucoup, tout ça, là, ces activités-là. Puis, Marie-Josée, l'aspect le plus gratifiant dans ton rôle de dirigeante, tu dirais que ça serait quoi? Bien, je vais faire peut-être du pouce par rapport à la question, mais aussi à ce que Maïté a dit, puis Suzy, c'est, tu sais, on a un rôle catalyseur du côté comme dirigeant, là, mais je vais juste peut-être m'adresser aux gestionnaires. Moi, comme dirigeante, là, où je vais faire peut-être la différence, c'est d'influencer, c'est de créer l'attrait, c'est d'amener les gens à travailler ensemble. Puis, je dois vous avouer, là, puis moi, les gens qui me connaissent le savent, je suis très transparente. Là. Je pense que l'aspect de pouvoir montrer notre vulnérabilité, c'est un plus, là, comme en gestion. Mais on vit une période extrêmement difficile. Tu sais, on sort d'une pandémie qui, écoutez-moi, là, aujourd'hui, je suis chez nous parce qu'on a des enjeux de bande passante, mais moi, j'aime bien être au bureau, puis travailler avec les gens, puis être en contact direct avec les gens. Ce que je trouve que, comme dirigeant, comme gestionnaire, qu'il faut influencer, c'est toute la donne de se regrouper ensemble. Tout quand on parle d'humanité, il faut qu'on fasse les choses différemment. Puis, je ne sais pas si vous avez le même regard que moi. On rentre dans des teams non-stop, un derrière de l'autre. On est focusé sur le résultat, mais on oublie un peu de faire un peu le bout de chemin qu'on faisait à l'époque en termes d'humanité, de comprendre, de savoir comment ça a été. Aujourd'hui, on le fait. Là, Lisette, on se parle puis on rigole un peu. Cette légèreté qui existait à l'époque, moi, je faisais le tour de mes bureaux, il y en avait 50 sur le même plancher que moi, c'était merveilleux. J'allais serrer à la pince à tout le monde. Fait que, comme leader, il faut insuffler ce changement-là, s'assurer de ramener tout le volet humain, puis d'amener les gens à vouloir collaborer, tant de façon virtuelle, en présentiel, mais de le faire différemment. C'est un bout de chemin que j'y arrive même pas. Tu sais, je vous le dis, là, c'est pas simple parce que je les enchaîne, les teams. Il faut changer la donne, il faut faire les choses autrement. Fait que, influencer à notre manière, puis à cet effet, parce que vous allez voir, moi, je passe mes références. Sonia Lupien a fait un excellent livre par rapport à toute cette gestion de l'hybride. On a un mandat comme gestionnaire, on a un mandat comme cadre. Mais là, je vous le dis par bout, je ne sais pas par quel bout le prendre. Elle dit, c'est clair, mais comment le faire aboutir, ça va nous prendre du temps. Je vous amène là. Il faut réagir autrement, puis il faut être des influenceurs comme directeur. Fait que la stratégie exacte, je ne l'ai pas tout de suite, mais allez vous chercher des outils pour commencer à réfléchir à cet effet-là. Très rapidement, elle dit quoi, Sonia Lupien? Elle dit que le stress, il n'est pas juste par rapport, parce que les gens disent qu'ils sont moins stressés à la maison. Non, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut faire les choses autrement. On est devenus des experts dans l'attention fragmentée. On passe d'un truc à l'autre, d'un courriel au Teams, à une rencontre et tout, et on s'épuise neurologiquement.
Il faut réintégrer le travail en profondeur et il faut s'offrir des moments au bureau. Elle dit que la donne, c'est 3 jours au bureau. Donc, c'est incroyable que le gouvernement, je ne sais pas s'ils ont suivi, mais elle a des données probantes qui sont assez déstabilisantes. Je dois vous avouer, quand j'ai lu son livre en décembre dernier, je suis tombée à côté de ma chaise, puis je vais vous dire, je ne suis pas sûre que je suis remontée du côté sur ma chaise. Anyway, mais il faut faire les choses autrement, il faut favoriser la collaboration, puis c'est là qu'il faut travailler le retour au bureau, le retour dans les sites où il y a un travail à faire parce qu'on retourne au bureau puis on s'assoit en Teams. Fait que c'est là qu'il faut casser la donne. Mais en termes de stress, les gens ne sont pas moins stressés à la maison. Donc, ça, c'est assez intéressant comme donnée. Je ne veux pas m'étendre, elle a fait d'excellentes conférences aussi. Écoutez, je pense que je vais me faire engager par Sonia. Vous le mentionnez tantôt, quelqu'un l'a mentionné, là, on vit des moments difficiles. Les dernières années, c'était difficile. Est-ce que quelqu'un veut partager, peut-être Maïté ou Lisette, sur comment vous y prenez pour motiver les membres de votre équipe? N'hésitez pas, les autres, à renchérir. Hein? Je ne l'ai pas dit au départ, mais... Bien, c'est ça. Pour moi, c'est ça, comme Maïté l'a mentionné, puis aussi Suzy, puis Marie-Josée. Je trouve que c'est vraiment donner l'importance à l'humain. C'est l'humain, il va avant l'employé. Puis être attentif, parce que des fois, comme c'est ça, quand Marie-Josée disait, quand tu disais, on passe d'une team à l'autre, c'est ça, l'histoire de ma vie. Quand je vois mon calendrier, puis mon adjoint est tellement fin de me mettre des couleurs, là, pour que, tu sais, soit plus animé. Mais quand je vois ça, j'étais comme, oh my God, mais où j'ai le temps pour, tu sais, respirer? Fait que c'est ça l'affaire, c'est d'être attentive à qu'est-ce qui se passe, d'écouter nos employés. Des fois, on les voit passer, tu sais, comme c'est ça, comme Marie-Josée disait, on est plus souvent au bureau. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Fait que d'habitude, il est super comme, c'est dynamique, puis là, tout à coup, une journée, ouf, il n'est pas moins. Fait que, tu sais, prends le temps, OK, t'es attentif. Pas nécessairement on apprendre à connaître nos employés, voir comment les autres viennent se faire approcher, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, donner la chance de parler, donner la chance de s'exprimer. Moi, je dis à tout le monde qui a travaillé avec moi, j'ai dit, écoutez, vous pouvez venir me voir, on pourra en discuter. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on le pense de la même façon, mais c'est tout dans le respect, mais c'est important d'exprimer ça. Fait que moi, je trouve que ça, c'est quelque chose, c'est à l'écoute, puis aussi de les impliquer quand c'est possible. Là. Évidemment, on comprend tous qu'il y a des moments qu'on ne peut pas impliquer nécessairement tous nos employés dans certaines décisions, mais dans le plus possible de les impliquer, mais pas juste pour faire comme un check in the box. C'est comme, OK, on a consulté nos employés, mais c'est plutôt, OK, donne-moi qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? OK, on s'en va dans cet objectif-là. Ben, qu'est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Parce que nos employés sont là dans le terrain, sur le terrain, ils connaissent bien, ils vont voir des choses qui, à la haute gestion, ils ne vont pas le voir, fait que c'est important de les impliquer, puis que ça paraisse que quand on va envoyer quelque chose à Ottawa, dans notre cas, nous autres, on donne du support à les visites ministérielles parmi d'autres activités. Fait que nous autres, quand on dit, bien, écoutez, là, on va donner des recommandations qui ont d'allure pour où est-ce que le ministre il doit y aller, qui doit rencontrer dans le milieu de l'industrie, bien, à ce moment-là, c'est ça, les autres, ils sont fiers. Puis, justement, je vous donne une anecdote. À un moment donné, j'écoutais Radio-Canada, puis j'écoutais un de nos ministres là, qui parlait justement, en tout cas, sur certains éléments sur l'intelligence artificielle. Puis moi, j'étais là, ah, mais c'est ça, c'est mon équipe là, qui a écrit cette ligne. Là. Il y a tout ça. Fait que là, quand je suis revenue au bureau, je dis, hey, la gang, là, tu sais, votre message, là, ça a passé, là, le ministre, il l'a pris. Puis ça, là, c'est une fierté. Ça a l'air de rien, mais c'est de le faire. Moi, je trouve que c'est important que les employés se sentent qu'ils font partie de la solution, que leur travail a un impact dans la société. Tu sais, on dit que c'est très cliché, on travaille pour les citoyens, mais c'est vrai. Dans tout nos ministères, d'une façon ou d'une autre, on travaille pour les citoyens. Tu sais, fait que là, l'effet de voir qu'eux autres, leur travail, il y a un impact dans le quotidien de quelqu'un, d'une façon indirecte ou pas, moi, je trouve que c'est important de revenir à ça. Tu sais, des fois, on ne pense pas à ça nécessairement. Fait qu'on parle de l'humain, on explique qu'est-ce qui est important, mais en même temps, on fait le lien avec le travail qu'on fait, puis la mission de nos ministères, de pourquoi c'est important qu'on s'implique, de l'importance de qu'est-ce qu'on fait, que chaque action qu'on fait, oui, a un impact, indirect ou directement, mais oui, on fait un super beau travail, je trouve, dans la fonction publique, puis que des fois, on manque tu sais,
je sais pas, peut-être qu'il est moins expliqué, moins visible pour dire, ben non, on fait une différence. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Oui, on fait une différence. En petits pas, peut-être. Peut-être c'était correct aussi, mais c'est ça que je trouve que c'est important, c'est de les ramener à pourquoi on est ici. C'est pas pour le salaire. Oui, c'est important. Je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est d'autres choses qui viennent avec. Notre travail est important. Puis nos employés aussi sont importants aussi parce que toutes les personnes ont un rôle différent à jouer, mais si on manque une personne, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas aussi dans l'équation. Fait que ça n'a rien à voir avec des titres, ça n'a rien à voir avec l'expérience, parce que moi, quand on engage des étudiants, je disais, ben, c'est sûr, vous arrivez, ben, vous êtes en mode observation, mais après, moi, je suis intéressée de savoir qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez que ça ne marche pas. Puis des fois, les étudiants, ils disent, ah ben moi, j'ose pas trop, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je dis, non, je te demande pas que tu comprennes la structure du gouvernement, mais toi, dans ce que tu viens d'avoir, dans ton quotidien, le travail que tu fais, qu'est-ce que tu penses que ça peut être différent? Fait que là, ils sont là comme, ah. Mais c'est ça, c'est ça des petits détails que je trouve que tout le monde, on travaille ensemble, puis tout le monde est des humains, puis tout le monde a une mission comme fonctionnaire. Fait que je trouve vraiment de revenir à la base, là. Maïté, Lisette, elle a touché à la mission, la vision. Toi, comment tu t'assures que ton équipe est toujours en lien avec la mission, la vision et les valeurs de ton organisation? Oh, c'est une belle question. L'équipe, je vais vous donner un exemple, 2 exemples. En fait, c'est la 12e fois que j'ai une équipe. Les 12 équipes s'appelaient à la gare côtière, maintenant à pêche océan, service stratégique. Et ça a l'air évident de savoir c'est quoi nos missions et justement, c'est quoi notre mission et pourquoi on travaille, c'est quoi notre priorité envers l'administration centrale, mais surtout envers les Canadiens. Mais des fois, je suis surprise à quel point on peut oublier c'est quoi notre mandat. Donc, c'est-à-dire, je pense que nous, ici à la région, on a mis en place justement un exercice participatif et inclusif pour les choix des priorités. Ça veut dire les priorités, c'est sûr que ça vient en nom, on connaît les grands mandats, les priorités, les ministres, les premiers ministres, etc. Là, mais on a essayé de comprendre c'est quoi sont les priorités pour les employés à tous les niveaux. Et on s'est concentré à faire des ateliers participatifs pour essayer de trouver, selon la gestion intermédiaire, pour eux, c'était quoi qui devrait être une priorité pour chaque secteur, pour chaque équipe. Et on les a fait monter jusqu'à la haute gestion régionale afin qu'ils se retrouvent justement dans les priorités régionales pour l'année en cours. On les a présentés même à l'Assemblée générale des employés. On essaie de publiciser. C'est jamais assez, hein, on oublie souvent. Pour savoir où on s'en va et qui on est. Mais on parle beaucoup comme je disais tantôt, on parle beaucoup de préférer les priorités du gouvernement, nos priorités comme organisation, mais des fois, ça me surprend dans l'exercice de connaître justement nos employés, ça me surprend des fois que la différence entre les priorités qu'il y a entre les personnes. Ça veut dire certaines personnes, oui, ils ont une vocation de service, mais certaines personnes ont une vocation aussi de faire des changements. Marie-Josée parlait du courage ministériel et c'est vraiment incroyable quand on voit des jeunes personnes qui veulent se rendre loin justement pour faire un changement. Donc, Suzy avait mentionné qu'elle a bougé vers l'Est. Moi, j'ai bougé de l'Est vers l'Ouest et je suis revenue là. Et je pense qu'il y a quelque chose qui, moi, ça m'a frappé énormément et c'est vraiment les différences culturelles dans les villes. C'est-à-dire, moi, je viens d'une culture différente. J'ai travaillé à Montréal, c'est le Québec, mais pour ceux qui sont à Montréal ou qui vont souvent à Montréal, c'est 2 mondes complètement différents par rapport à les rythmes, la façon de penser, et la même chose par rapport à Ottawa. Quand j'étais à la gare côtière, j'avais aussi l'Ontario, on avait une base à Sarnia, c'était l'équivalent de Québec, et donc c'est vraiment là que j'ai pu comprendre que des fois, on a les mêmes intentions, mais que dans chaque ville, dans chaque culture, on les exprime ou on les met en place de façon différente. Donc, tout ça pour dire que chaque culture organisationnelle vit les priorités personnelles, organisationnelles d'une certaine façon. Et de là, l'intelligence émotionnelle pour nous, comme gestionnaires, comme dirigeants, pour essayer de sortir le meilleur de chaque équipe et les projeter vers où on s'en va. Donc, c'est ça, là, c'est un petit peu un résumé. J'espère que j'ai répondu à ta question, là, mais... C'est bon. Puis pour prendre le pouls de vos équipes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire comment vous y prenez?
On sort le peut-être. thermomètre. On sort le thermomètre. Tu peux y aller, Suzy? Ben, en fait, c'est important de multiplier ces interactions-là avec nos équipes. C'est justement de ne pas avoir d'agenda trop rempli de rencontres Teams avec le national, avec c'est d'avoir. Ça se passe beaucoup dans l'informel. C'est rare que dans une rencontre formelle sur un sujet, on va avoir vraiment le pouls de nos employés ou comment, si le climat de travail est bon, si ça se passe bien pour eux, s'ils sont motivés. Puis je reviendrai sur la motivation aussi par rapport à ça. Il faut leur donner le plus d'autonomie possible aussi dans leur travail. Moi, je crois beaucoup à ça. On est dans un monde en changement perpétuel. On a des capacités réduites et des ressources limitées, surtout bon, de mon côté, mais c'est de leur donner le plus d'autonomie possible. Je pense que si on leur donne des conditions gagnantes pour qu'ils soient heureux à leur travail, ben, le pouls aussi qu'on va constater va être meilleur aussi. Donc, c'est leur donner tout ce qu'ils peuvent obtenir. Et d'être moins dans le suivi ou dans le contrôle, je dirais. On a tendance des fois à vouloir apporter des résultats comme gestionnaire, comme cadre, mais c'est de dépasser ce stade-là, je dirais. C'est important si on veut avoir vraiment le pouls de nos employés. C'est eux les moteurs de l'organisation, c'est eux qui nous font avancer dans la fonction publique d'un point de vue général pour les citoyens. Donc, c'est important de les considérer aussi là, comme à part entière. Si je peux me permettre pour ajouter ce que tu dis, Suzy, là, il y a un excellent document, là, ils appelaient ça le livre blanc, là, mais l'APEX a fait des documents fort intéressants, puis il y en a un qui s'appelle Optimiser la mobilisation dans la fonction publique. Et quand vous lisez ce petit document, ça dit l'antithèse de la microgestion. Là. Je vais vous dire que moi, dans un moment très difficile de ma vie, lire ça, ça a été un baume pour mon âme parce que des directeurs, directrices très micromanagement, j'en ai eu dans ma vie. Et en réalité, là, c'est extrêmement toxique comme façon de faire. Moi, je vais peut-être faire du suivi pour prendre le pouls. Puis je vais vous dire, je n'y arrive pas super facilement de ce temps-là, là, parce que, bon, là, on l'a vécu, la pandémie, mais moi, je me souviens à l'époque, j'allais sur le plancher des vaches. C'est ce que je fais. Je me suis déconfinée là, dès mon arrivée à mon ministère, puis je me suis mise à me déplacer. Tu sais, Lisette disait, t'es-tu à Montréal? Mais oui, je vais à Montréal régulièrement. Moi, je vais voir mon monde, je me promène à travers les gens, puis j'essaie de faire en sorte qu'ils puissent accéder à moi dans l'informel. Oui, j'en fais des discussions informelles, c'est important. Comme gestionnaire, là, vous avez en fait, vous avez cette tâche-là, ce rôle-là de prendre le pouls de vos gens. Puis d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Henry Mintzberg, qui est un théoricien de l'école de McGill en management. Il l'a écrit dans un de ses derniers livres. Parce que c'est bien beau les théories du management, là, mais ce qu'il a dit, là, c'est gérer tout simplement, c'est aller vous promener sur le plancher des vaches. Je dis ça comme ça, c'est l'expression québécoise, là, mais aller rencontrer vos gens. Connectez-vous, puis faites preuve d'accessibilité. Tu sais, des fois, on se garde comme un certain décorum. Ben, je pense que vous l'avez compris. Moi, le décorum, j'essaie de... Tu sais, oui, je suis directrice, mais je suis je suis une directrice humaine, puis je veux que mes gestionnaires puissent aussi s'assurer d'aller rencontrer leurs gens, puis que les chefs d'équipe aussi se promènent parmi les gens, parce que quand je me suis déconfinée, là, puis j'ai commencé à visiter les bureaux, comment ça qu'il n'y a pas d'atelier? Comment ça qu'ils n'ont pas des bottes de protection? Comment ça? J'ai vu des choses que je n'aurais pas vues en virtuel ou à distance. Tu sais. Donnez-vous l'opportunité d'aller rencontrer vos gens. Oui, on a des enjeux budgétaires. Là. Écoutez, on rentre dans une ère assez particulière, been there, done that, mais il reste quand même, donnez-vous des mécanismes. Tu sais, ça peut être différent, ça peut être en virtuel, mais accédez à vos gens, allez prendre le pouls. C'est pour ça que je disais un peu à la blague, prenez le thermomètre. Bien, vous êtes le thermomètre comme gestionnaire. C'est par vous que ça passe. Martine, si tu me permets, j'aimerais juste ajouter quelque chose que moi, ça fait des années que je fais ça quand même. Ça fait plus de 20 ans que je suis en gestion. Puis, quelque chose que j'ai découvert que ça fonctionne très bien. Puis, encore une fois, il faut être authentique. Okay? Il faut que tu le fasses de façon naturelle, sinon, ça ne marche pas. Mais moi, quand j'étais gestionnaire puis quand je suis devenue directrice, c'est quand j'arrivais dans une nouvelle équipe, je les rencontrais de façon individuelle. Puis c'était juste pour me présenter, jaser avec eux autres, apprendre à les connaître et tout ça. Puis, quand j'ai commencé à faire ça au niveau de direction, au niveau de X, il y a plusieurs employés qui me disaient « Hein, tu fais ça?
Et je dis, ben oui, parce que je trouve que c'est important, comme disait Marie-Josée, tu sais, d'apprendre à connaître, de voir le monde, d'être accessible. Je dis, oui, je suis directrice, mais c'est juste un titre. Mais ça reste que je suis Lisette. Tu sais, je n'ai pas changé, là. J'ai vieilli, mais je n'ai pas changé au niveau d'attitude. Fait que, puis ma façon d'être, puis c'est ça. Puis je trouve que c'est une belle façon d'ouvrir la porte parce qu'il y a des fois du monde qui met des barrières pour plein de raisons. Mais je dis au contraire, il faut ouvrir la porte. C'est ça que je dis tout le temps. Ma porte virtuelle est toujours ouverte. Puis même physiquement, tu sais, comme ici au bureau, elle est ouverte. Mais c'est donner ça, mais que aussi nos paroles sont suivies des actions. Parce que aussi des fois, puis tout le monde ici qui est gestionnaire, tu vas dans un cours de leadership, puis là, après, tu as pris des notes, puis là, je dis, tu reviens, puis ah oui, je vais mettre ça en place, puis tu déquittes, mais il faut qu'il soit naturel aussi. Il faut que toi, tu trouves ta propre façon de travailler, qui ça va y aller avec ta personnalité, mais aussi qui va s'adapter à tes employés. Fait que c'est pas juste apprendre tout puis dire, je vais le mettre en place, mais plutôt trouve ton type de leadership, ton type de management, parce que ça, je trouve que c'est gagnant en restant authentique, puis trouver tes propres moyens d'être là, d'être accessible, puis de permettre aux employés, justement, de partager leur point de vue. Puis par rapport au leadership, je dirais, tu sais, l'écoute, c'est super important. On a fait un exercice d'ailleurs d'écoute à 110% là, dernièrement. Puis on a fait l'exercice aussi quand on écoute moins, etc. C'est de pouvoir être capable de dire, ben là, il faut écouter son employé justement dans les rencontres individuelles. C'est pas là pour parler, là, c'est là pour écouter, puis d'entendre, puis de comprendre ce qui se passe. Fait que c'est important de travailler ce muscle-là de l'écoute tant en individuel qu'en groupe, là, mais en individuel surtout, c'est quelque chose qu'on oublie là, avec tous les médias sociaux, etc. Là, l'écoute, c'est la base. Ceux qui nous écoutent puis qui aimeraient justement, ils voient des beaux exemples devant eux, qui voudraient devenir cadre, ce serait quoi votre principal conseil? Maïté, as-tu un conseil à donner? Je vous dis, la persévérance. Ça veut dire, je connais tellement de personnes là, qui sont très bonnes et que des fois, ils sont limités parce que, tu sais, ils ne sont pas réussi un concours ou parce que si on n'a pas été choisi une fois qu'on réussit les concours. Ça, c'est persévérer au niveau des l'apprentissage. On est toujours en apprentissage. Ça veut dire, quand on aussi parler beaucoup l'écoute, c'est vrai, il faut écouter. Il faut essayer d'avoir des miroirs qui nous permettent de regarder les angles morts. Mais une fois qu'on écoute, il faut intégrer ce que les gens nous disent. Ça veut dire faire preuve qu'on a fait des changements, qu'on a porté une action par rapport à ce qu'on a écouté. S'entourer des bonnes personnes. Je pense aussi, tu l'avais dit aussi, s'entourer des bonnes personnes. J'y crois beaucoup au réseau. Je crois beaucoup, c'est pour ça que j'ai mis en place le réseau des femmes pour s'entraider, pour apprendre. C'est aussi a été ma gestionnaire, justement, là, et j'ai appris énormément d'elle. J'ai appris énormément quand elle me faisait mes centaines de rendements. Et Marie-Josée, je l'ai eu comme board dans un concours que je pensais que j'avais carrément échoué. J'étais déprimée, j'ai sorti de là et Marie-Josée, elle m'a dit, non, Maïté, c'est correct, tu sais, c'est-à-dire des mots d'encouragement provenant d'une personne qui on représente un pas en avant de nous, c'est très encourageant. Donc, pour ceux qui sont dans les processus de devenir cadre, chercher des mentors, chercher des sponsors, je dirais plutôt. C'est quelqu'un qui va mettre en valeur nos forces et qui va nous aider à améliorer nos points moins forts. C'est les conseils que je donnerai. Merci. Et puis, des fois, ça fait peur aussi. Ils se disent, My God, je vais être pognée à faire des heures de 80 heures semaine, des semaines de 80 heures, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire comment vous y prenez pour l'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle? Pas facile. Je peux peut-être me permettre, Martine, il y a, pour ceux qui aspirent à devenir cadre, là, premièrement, kudos à l'APEX puis à la Communauté nationale de gestionnaires qui ont développé un guide extraordinaire. Moi, je n'avais pas ça quand je suis entrée en fonction il y a 8 ans, là, puis j'ai appris sur le tas. Là. Fait que si vous êtes curieux, allez voir le guide, puis des fois, il y a des sessions d'information à cet effet-là. N'hésitez pas à y participer parce que
vous allez déjà avoir une longueur d'avance sur moi quand je suis entrée comme cadre. Là. Écoutez, être cadre, là, moi, du jour au lendemain, quand je suis devenue cadre, là, j'ai eu l'impression de me retrouver seule. Fait que, tu sais, quand Maïté a dit il faut s'entourer de gens, il faut que vous ayez un excellent réseau. Tu sais, des fois, là, j'ai vraiment été aidée par mon réseau parce que vous le vivez déjà, là. Vous êtes gestionnaire, vous êtes déjà dans un monde, tu sais, je dirais à part, dans le sens que vous gérez des dossiers difficiles. Là. Puis des fois, on est on the spot, puis on a fait très bien notre travail, on a fait notre due diligence, on a respecté les règles, mais on est aux prises avec des griefs, des plaintes, puis il faut avoir vraiment une solidité, puis souvent, là, on va aller puiser dans l'aide qu'on peut avoir de nos pairs, puis de nos collègues, puis de notre réseau. Fait que le réseau, là, le négligez pas juste à l'interne, mais à l'externe aussi. Puis en termes d'équilibre vie de famille, écoutez, moi, je suis monoparentale, là, puis j'étais cadre quand mes 2 filles étaient à l'adolescence. Là. Effectivement, c'est beaucoup d'heures. Là. C'est clair que j'y arrive pas. Je ne vais pas vous dire que je fais ça en 37 heures et demie. C'est impossible là, parce qu'il y a une gestion à faire. Est-ce que je fais 80 heures? Non. Fait que oui, il faut gérer l'opérationnel, la gestion des RH, parce qu'il y a une question à cet effet-là. C'est 80 de ma job, c'est des RH. C'est gérer l'équipe. C'est de gérer l'équipe. L'opérationnel, des fois, je trouve qu'il prend vraiment de la place. Mais moi, j'ai appris à surfer dans la vie. Fait que un directeur, là, on n'est pas supposé de connaître tous les dossiers dans le détail. Là. Fait que, quand moi, les gens m'envoient tous leurs courriels, je les dis à mon équipe, hey, j'ai 4 gestionnaires plus chef d'équipe et d'autres direct reports qui ne sont pas des gestionnaires. Je ne peux pas être au fait de tous vos dossiers. Fait que moi, là, vous m'entrez en ongle là, quand vous avez vraiment besoin que je vous aide, puis qu'il y a des obstacles, puis qu'il faut que je casse, que je fasse ma job de directrice. Mais fait que c'est important que vous ne tombiez pas dans la perfection. C'est-à-dire qu'il y en a des fois là, qui se tapent tous les courriels. Moi, je reçois encore trop de courriels. Fait que moi, j'arrive à faire une gestion de courriel à un moment donné. Là, je délite. Là. Fait que si c'était si important ça, il y a certainement quelqu'un qui va me poker. Fait que j'ai mis en œuvre des mécanismes, c'est-à-dire les Teams, là, je rentre en ondes à 9 h. Moi, je ne commence jamais ma journée avant 9 h, sauf exception, pour m'entraîner. Puis quand je rentre en ondes à 9 h, j'ai déjà 10 Teams, puis j'ai 25 courriels qui m'attendent. Mais moi, je ne lis pas rien avant 11h30 parce que j'ai des réunions. Et si jamais il y a un enjeu, il y a un motus operandi en termes d'urgence, il y en a des urgences dans mon ministère. Fait qu'il faut que vous arriviez à développer des mécanismes puis à faire en sorte que vous puissiez respecter quand même un nombre d'heures spécifiques. Puis il faut mettre nos limites. À un moment donné, là, écoutez, moi, je suis une mauvaise personne qui met ses limites. Fait que j'en prends. Mais soyez humain envers vous. N'oubliez pas derrière le gestionnaire ou la directrice, le directeur, vous êtes des personnes humaines, puis c'est impossible de toujours être à fond de la case. Puis peut-être, Martine, si je pourrais ajouter, parce que oui, c'est vrai que c'est difficile à déterminer combien d'heures tu vas faire pendant la semaine parce que ça va dépendre des urgences. Fait que, tu sais, comme quand Marie-Josée disait, c'est important de mettre des limites. Oui, effectivement, c'est important de mettre des limites. Par exemple, moi, dans mon cas, dans mon type de travail, bien, mettons, moi, les samedis, dimanches, mettons, je me suis faite moi-même d'une règle, je ne vois pas des courriels. Au moins qu'on sait qu'il y a quelque chose, une annonce qui arrive, fait que c'est sûr que je vais regarder mes courriels de temps en temps. Mais je me suis mis moi-même cette règle-là. Mon cellulaire, je vais le mettre là. De toute façon, s'il y a une urgence, il connaît mon numéro de téléphone cellulaire personnel, fait qu'ils vont me rejoindre, mais j'essaie de faire ça. Au début, c'était difficile parce que comme tu dis, Marie-Jo, tu veux tout savoir, non, tu ne peux pas faire ça. Puis aussi, comme leader, moi, je trouve que c'est important aussi que si tu n'es pas là, il faudrait que ton équipe fonctionne pareil. Si toi, tu n'es pas là puis ton équipe ne fonctionne pas, ça veut dire que tu n'es pas un bon leader. Parce que, tu sais, il faut quand même que, comme Suzy disait, il faut que tes équipes soient autonomes. Fait que oui, tu es une partie de l'équipe, mais tu n'es pas la seule personne. Fait que ça, c'est très important, mais des fois, c'est difficile. Puis moi, avant de dire quel conseil, moi, je dirais plutôt, posez-vous la question, pourquoi vous voulez devenir cadre? Parce que des fois, on pense que c'est ça qu'on veut, mais on ne sait pas trop des fois. Fait que je vous encourage que si jamais, si Maïté l'a dit, vous pourrez aller trouver un coach, un mentor à un niveau de cadre et voir aussi au fait des intérims pour voir, etc. Pas un intérim d'une journée, là. C'est comme, moi je dirais, comme moi j'ai l'habitude de prendre 4 semaines de vacances l'été, puis pour moi, ça, c'est pas négociable. Puis ma patronne, elle sait ça. Fait que moi, pendant 4 semaines, il y a un des gestionnaires qui me remplace. Mais ça donne une bonne idée, en 4 semaines, une bonne idée, c'est quoi. Fait qu'avant, peut-être, de prendre la décision, c'est de voir c'est quoi. Puis après, se poser la question, est-ce que moi, je suis prête à ça ou pas? Parce que
oui, c'est comme ça. Je trouve que on a tous des intérêts différents. Puis ça ne veut pas dire non plus que la solution pour avoir du succès dans la carrière, c'est y aller vers le haut. Ça peut être, tu sais, le succès, il y a différents visages. Ce n'est pas juste une formule. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître nos limites, puis de voir exactement pour quelles raisons on veut avancer Ouais. dans cette direction-là. Le défi, je dirais, c'est d'éviter de se éparpiller partout parce qu'en tant que cadre, ça vient avec un mandat qui est corporatif aussi. C'est pas seulement la gestion et toute la saine gestion, mais aussi le mandat corporatif. Fait que s'il y a un enjeu, soit de climat de travail ou un enjeu particulier dans ça peut être un enjeu financier ou peu importe, mais c'est de se concentrer sur quelque chose aussi qu'on va pouvoir apporter de la valeur parce qu'on pourrait se concentrer sur plusieurs volets. Il y a l'inclusion, la diversité, les langues officielles. On pourrait être bien rempli par plusieurs mandats. Fait que en tout cas, c'est peut-être un message qu'on peut passer aussi, là, comment on peut être on peut canaliser nos efforts dans un domaine dans lequel on est peut-être plus fort au niveau corporatif. Il y a d'autres cadres aussi dans nos nos secteurs ou nos directions générales, peu importe. Fait que comment on peut éviter de s'éparpiller, ça va nous aider au niveau de notre équilibre de travail en tant que cadre aussi, je pense aussi. Fait que je dirais, ça, c'est un élément sur lequel il faudrait travailler dans le futur, là. Et Oui, vas-y. dis-moi. Et on a parlé beaucoup comment gérer notre relation avec notre équipe, mais oublions pas de gérer aussi notre relation avec notre DG ou notre commissaire adjointe ou notre directeur. C'est-à-dire gérer les attentes, voir, connaître. Il faut connaître la dimension dans l'ensemble de nos employés, mais il faut aussi connaître la dimension dans l'ensemble de nos patrons parce que ça nous permet justement de nous adapter et bien gérer leurs attentes. Moi, c'est la même chose que Marie-Josée, c'est-à-dire moi, je me connecte très tôt le matin, je regarde mes urgences et I'm offline de 8 à 10. Donc, j'ai la chance d'être EC. Donc, EC, on peut gérer beaucoup nos horaires, mais j'ai des discussions avec mon directeur principal pour dire, si je suis off à ce moment-là, j'ai une équipe qui peut te supporter si une urgence, mais je vais être disponible peut-être plus tard ou quand tu auras besoin. Donc, c'est une question de gestion de s'attendre à deux niveaux et travailler avec ton responsable, ton patron et ton équipe pour justement essayer de maintenir cet équilibre-là. Je peux-tu faire du pouce sur ce que Maïté a dit? Je trouve ça super intéressant. Puis là, je vais m'adresser à vous, les gestionnaires. Moi, j'ai eu l'opportunité à Parc Canada de travailler directement avec mon président puis une VP où est-ce que j'ai appris à faire des briefings rapidement, là, à les supporter dans des dossiers assez litigieux, disons-le comme ça. Fait que quand je suis devenue, moi, j'ai fait un step back parce que je suis revenue, j'étais à Ottawa, il fallait que je revienne à Québec parce que ma réalité familiale, puis je suis devenue gestionnaire, puis je suis tombée gestionnaire, puis ma directrice, elle m'avait dit, aïe, aïe, tu me briefes, tu me fais mes mots-clés, tu me files par le haut. Elle dit, c'est la première fois que je vis ça, là. Fait que c'est probablement l'école d'où je venais qui a permis ça. Fait que je trouve ça intéressant parce que vous, comme gestionnaire, vous avez aussi ce rôle-là, pas juste de faire du top-down, mais c'est d'appuyer puis de paver la voie pour votre directeur. Puis ça, dans les régions, je le vois, tu sais, les gens ont peut-être eu moins d'opportunités, là, mais tu sais, faire des notes, des messages clés, c'est parfois, par moments, moi, comme directrice, je me dis, aïe, c'est moi qu'il faut qu'il fasse ça, aïe, mais tu sais, ça roule, là, on a des grosses organisations, on a des opérations à gérer, puis il y a un rôle qui est aussi inhérent au gestionnaire de s'assurer de supporter le directeur à sa façon pour paver la voie puis ramer dans le même sens. Fait que moi, c'est un message que je lance aux gestionnaires parce que dans certaines organisations, la culture est setée à cet effet-là. Dans d'autres, c'est moins le cas. Fait que peut-être de faire cette réflexion-là comme gestionnaire présentement. Parce qu'à notre niveau, on le fait en termes de direction, mais ce côté de gestion, c'est important aussi de l'amener. Le temps file, puis je voudrais quand même qu'on aborde les valeurs éthiques. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner un exemple de dilemme éthique que vous avez eu au cours de votre expérience en tant que fonctionnaire, puis comment vous avez géré ça? Ben, si tu veux, je peux y aller. Oui. Quand j'étais, il y a quelques années, j'étais la gestionnaire le programme de citoyenneté pour la région de l'Est du Canada. Puis nous autres, on faisait des cérémonies de citoyenneté dans la communauté. Puis évidemment, on invitait les députés du comté où on faisait ces activités-là. Si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a eu une vague de nouveaux députés qui n'avaient pas nécessairement l'expérience des députés. C'est comme, ils ont gagné dans leur comté, puis c'était leur première expérience comme député.
connaissaient pas trop les règles, comment ça fonctionnait. Puis, il y en avait justement dans ce cas-là, je ne donnerai pas de nom, une députée qu'après, quand la cérémonie était finie, puis on fait un petit get-together avec les nouveaux citoyens, tout ça, bien, la députée a commencé à distribuer des cartes d'affaires. Ça, c'est comme, c'est puis tout ça. Puis là, j'étais comme, non, c'est un big no, là, tu sais, tu fais pas ça, parce qu'encore, c'est la perception, justement, de qu'ils étaient en train de recruter des votes, tu sais, tout ça. Fait que là, j'ai comme un peu de temps, je suis allée voir la personne, tu sais, pas devant tout le monde, puis j'ai parlé avec elle, puis j'ai expliqué un peu, bien, écoutez, je comprends, évidemment, sans dire que c'était pas correct, qu'est-ce qu'elle faisait, mais écoutez, au niveau des règles, etc., j'essayais de le mettre ça comme, tu sais, pas nécessairement vous dites dans le défaut, mais, tu sais, comme, on fait pas ça, dans d'autres mots. Fait que je répète, que c'est sûr qu'elle n'était pas contente parce que là, je suis la députée, j'ai le droit de faire ça. Non, non. Je dis, écoutez, je comprends, c'est ça, mais malheureusement, vous ne pouvez pas faire ça. Fait qu'elle a arrêté de le faire, mais elle n'était pas contente. Fait que c'est ça, quand je suis revenue au bureau, la première chose que j'ai faite, j'ai dit à mon directeur, by the way, c'est ça qui est arrivé, c'est sûr qu'elle va se plaindre, je veux juste te donner le temps. Puis évidemment, la députée a appelé, elle dit, là, évidemment, elle n'a pas raconté tu sais, comment c'est arrivé, puis tout les kids. Puis là, par la suite, j'ai eu l'appui de mon directeur, puis évidemment du programme, parce qu'en fait, oui, c'est elle qui était en défaut. Puis je trouve que dans ces situations-là, j'aurais un peu comme bien fermé les yeux, puis, tu sais, j'ai rien vu, puis, tu sais, qui va se rendre compte, tu sais, parce que, tu sais, c'était un petit groupe. Mais ça me venait tellement me chercher dans mes valeurs, puis dans la perception encore, dans la communauté, puis dans notre ministère, parce qu'on est là pour représenter le ministère aussi, que je ne pouvais pas me laisser passer. Mais c'est sûr que moi, dans ces situations comme ça, c'est de réfléchir avant de prendre action. C'est juste de voir, OK, parce que sur le coup, des fois, on peut être. Puis moi, je suis salvadorienne, fait que ben, Maïté, il peut comprendre qu'il est latino. Des fois, on peut être un petit peu trop tu sais, émotif quand on réagit, mais c'était moi vraiment de OK, je vais prendre du recul, je vais puis prendre avec du respect, tout ça, puis mais prendre les actions nécessaires parce que moi, je trouvais que oui, ça faisait partie de mon mandat de le faire. C'était pas facile, ça m'a pris quand même quelques minutes pour prendre action, mais je trouve que c'est important quand on est devant une situation où on trouve qu'il y a un bris à l'éthique, à les valeurs, de prendre action, c'est juste de faire attention comment il le fait. Moi, je pourrais faire du pouce sur toi, là, Lisette. Je pense que l'idée de prendre un pas de recul, d'aller vers les experts au besoin, de faire l'analyse, c'est extrêmement important. Mais moi, j'ai le goût de vous dire, faites-le. Moi, j'ai eu un dossier, écoutez, j'ai dû changer d'emploi à cet effet-là. Là. Les gens me connaissaient dans mon ministère parce que je suis une fille qui défonce des portes. Là. J'ai une de mes agents de programme qui est venue me porter une boîte en me disant, voici une situation X, ça n'a pas été géré. On nous a dit de laisser ça en dessous du bureau. Je mettais et mon patron et mes collègues dans l'eau chaude. Je suis allée faire l'analyse. J'ai demandé à Justice Canada de me prêter main forte. C'est un dossier qui est litigieux, c'est un dossier qui est en cours, c'est un dossier qui a été dans les médias. Mais je suis allée me chercher les experts. Est-ce que je suis restée là où j'aimerais rester? Non, parce que, écoutez, à un moment donné, mais j'y suis allée avec mon fameux code de valeurs et éthique. Ça n'avait juste pas d'allure. Puis j'en ai fait même, j'ai eu un arrêt de travail parce qu'écoutez, des fois, on s'épuise avec à travers ça, là, mais il reste quand même qu'aujourd'hui, je marche la tête haute. Et aussi, je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous voyez ce qui se passe présentement dans les médias. Si vous avez des doutes, vous avez vos ressources à l'interne. Si vous ne savez pas, si les ressources à l'interne, vous avez aussi des doutes parce que c'est pas parfait, là. On a un commissaire à l'intégrité. Moi, je vous invite, là, les gestionnaires, à aller regarder les décisions du commissaire à l'intégrité. C'est foudroyant. À chaque fois que j'y retourne, là, il y a des nouvelles décisions où c'est référé au tribunal. Je lis ça, puis je dis, my God. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont dormi au gaz. Là. Bon, excusez mon langage, mais c'est ça pareil. Il y a quand même des gens qui ont fermé les yeux, puis pas un, puis une, deux, là, des fois 3, 4, 5. Là. C'est inacceptable. Fait que moi, je m'excuse, là, mais je ne suis pas dans le statu quo. Fait que s'il y a des décisions à prendre, si on a des rôles on a à s'assurer de prendre des rôles, on le fait jusqu'au bout. S'il y a des enjeux, s'il y a des trucs, c'est croche, sortez du placard, là. Mais je le sais que votre carrière peut avoir un impact, mais you're still a civil servant. On est des serviteurs du service aux citoyens. Il faut faire les choses dans la due diligence. Donc, et là, je reviens à ma fameuse compétence clé qui est le courage. Prendre le courage d'appliquer votre code de valeurs éthiques. Excellent point. Est-ce que quelqu'un veut rajouter? Ça va. Avant de passer à
période de questions. J'aimerais savoir, tu as parlé souvent, tu as donné des références, Marie-Josée, qu'on va mettre dans le chat, tout ça. Les autres, est-ce qu'il y aurait un livre que vous recommandez par rapport au leadership? J'en aurais un Oui. récemment que j'ai découvert, ça fait à peine quelques mois, puis c'est rendu un petit peu ma Bible. Ben, j'en ai deux Bibles, en fait. J'ai celle de Libérer la motivation de Jacques Forêt, qui est toute la théorie de l'autodétermination. Je vois que Marie-Josée qui connaît bien, ben, c'est quand même dans les théories de gestion au niveau de la motivation, on était dans des anciens paradigmes, là, puis sortir du bâton de la carotte, là, s'il vous plaît. Là. Donc, on est plus dans l'ère de l'autonomie, des compétences, du sentiment d'appartenance. Donc, comment travailler ça dans l'organisation, c'est très, très pratico-pratique. Moi, j'ai adoré lire ce livre-là. Puis, au niveau de notre direction générale, notre DG nous a acheté tout un livre, ce qui est de caisser l'expérience employée. Ben, ici, c'est sûr qu'au niveau des superviseurs, des gestionnaires, tout ça, il y avait peu de références en gestion. Puis ça, c'est un beau livre, très facile à lire, où on pointe vers des références. Et c'est là que j'avais découvert justement la libérer la motivation de Jacques Forêt. Mais il y a plein de références là, dans ce livre-là. Donc, très, très bref, mais super pratico-pratique pour aider nos superviseurs justement à gagner en expérience de gestion, puis aussi de les accompagner là-dedans. Suzy, j'ai mal parce qu'on va transmettre toutes les références par la suite aux participants par courriel. J'ai mal noté, Suzy, comment tu disais? Le dernier, le deuxième. Oui, c'est de caisser l'expérience employée. C'est de caisser. Oui, de caisser. Okay. C'est très ludique, mais c'est super complet. C'est vraiment bien fait, puis vraiment plusieurs thèmes qui sont abordés. Tous les besoins de l'employé, en fait, sont abordés là, à l'intérieur de ça. Merci. Mais il me semble qu'on avait organisé, c'est parce que Jacques, on l'a invité au CFQ là, dans le cadre du Lab d'innovation. Je vais vérifier si sa conférence est toujours en ligne, parce qu'on les mettait en ligne sur le truc. Fait que si on les a, là, je les partagerai. Oui, c'est ça. Parfait, tu me l'enverras. Je l'ai mis dans mes références aussi, mais sur le LinkedIn, si vous allez sur LinkedIn, il regorge d'idées. En effet. Alors, on va passer, le temps file, à la période de questions. On a eu une première question. Comment arrivez-vous à concilier la gestion des dossiers opérationnels et la gestion de l'équipe? Très souvent, les directeurs sont très sollicités par leurs dossiers respectifs, ce qui laisse moins de temps pour la gestion de l'équipe. Ça revient à la base, c'est qui les moteurs justement de gestion opérationnelle? C'est notre équipe. Donc, je pense que la première chose, c'est de se concentrer sur l'équipe puis de leur donner tous les outils nécessaires pour travailler les aspects opérationnels puis d'appuyer ces aspects opérationnels-là. Donc, c'est sûr que si en tant que gestionnaire ou que cadre, on est tout à coup débordé par tous les aspects opérationnels, il faut se poser la question: est-ce que là, je suis à la bonne place? Est-ce que l'équipe pourrait contribuer davantage? Qu'est-ce que je pourrais donner à l'équipe qu'est-ce qui manque à l'équipe pour que ça puisse être pris en charge par les membres de l'équipe? Pourquoi on n'a pas d'équipe qui nous supporte? C'est peut-être d'autres questions à poser. Donc, c'est de se poser les bonnes questions, je pense, par rapport à ça. Mais moi, je crois beaucoup, justement, on parlait de l'humain. L'équipe, c'est vraiment clé là, dans toutes nos organisations. Puis peut-être bloquer aussi des temps. Tu sais, parce que des fois, mon adjointe, puis ça aussi, c'est avoir un bon adjoint, c'est tellement important pour nous aider à gérer nos agendas. Fait que dans mon cas, Gabrielle est super dans le sens de garder des petits blocs, tu sais, au niveau dans mon horaire, justement, où il n'y a rien, mais que ça paraît que je suis occupée pour le reste du monde, mais que moi, je sais que j'ai cette flexibilité-là. Puis pendant ce temps-là, c'est ça où je profite justement de me promener dans les cubicules, d'aller voir le monde, d'avoir des bilates aussi à chaque semaine avec mes gestionnaires pour en parler, en discuter de choses. Fait que je trouve que ça aussi, ça peut être une autre façon de trouver du temps. Peux-tu ajouter un conseil par rapport, excuse Vanité, je peux-tu juste dire, comme gestionnaire, là, il y a toute la notion RH là, est indéniable. Okay, il y a gérer les gens, mais vous allez être vraiment là, omnibulé par les dossiers de grief, les dossiers de relations de travail, les dossiers de santé et sécurité, les dossiers de duty to accommodate, les dossiers de whatsoever. C'est beaucoup d'expertise qu'on n'a pas nécessairement. Moi, à l'époque, on avait des petits ateliers qui nous aidaient. Je trouvais qu'à l'époque, nos gestionnaires, nos chefs d'équipe étaient davantage supportés. Je ne veux pas ouvrir une boîte là, puis ouvrir un débat, là. Mais si vous avez l'opportunité de connecter avec des gens qui ont de l'expérience, un collègue qui l'a déjà vécu,
offrez-vous des cafés-rencontres, offrez-vous des dîners. Si vous avez quelqu'un d'RH dans votre secteur, adoptez-le. Tu sais. Moi, je dis souvent, adoptez un jeune pour comprendre la réalité des jeunes. Adoptez quelqu'un d'RH parce que vous allez sauver du temps quand vous avez la fine connaissance de gérer un dossier de CNSST, gérer un dossier de grief. C'est quoi faire un précis de grief? C'est quoi telle affaire, telle affaire? Moi, je l'ai parce que j'ai fait les RH, mais je me rends compte que ce n'est pas tout le monde qui l'a. Puis ce n'est pas toutes les organisations qui offrent les mêmes outils pour les développer. Fait en ayant cette fine connaissance-là, ben déjà, vous allez épargner un peu de temps. Vas-y, Maïté, je m'excuse. Oh non, il n'y a pas de problème. Et je voulais juste dire, peut-être les nouveaux directeurs, quand ils seront directeurs pour les gestionnaires qui sont ici, n'auront pas la chance d'avoir un adjoint. Parce que là, maintenant, on avait quota. Mais un conseil que je vous donnerai, que j'ai vu ici beaucoup à la haute gestion régionale, c'est vraiment d'avoir des calendriers ouverts. Ça évite beaucoup. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, justement, ici où j'étais, j'avais une directrice qui avait perdu son adjointe lors des coupures. Je pense que ça fait peut-être 10 ans. Et elle était tellement dépourvue de ne pas avoir un adjoint que ça a été extrêmement difficile. D'ailleurs, elle est partie après. Donc, ça a toujours resté dans ma tête d'être capable de survivre sans adjoint. C'est quoi le minimum que je dois savoir pour me débrouiller sans adjointe? Et c'est de là que je suis venue avec l'idée d'avoir un calendrier ouvert. Si quelqu'un veut me rencontrer, c'est juste envoyer une invitation. Et quelque chose qui était clé, ma famille travaille dans les prix, dans Citibank, là, et un conseil qu'il m'avait donné, c'était si tu n'as pas besoin d'être là, si ce n'est pas de vie ou mort, ne participe pas à des rencontres. C'est-à-dire, j'ai participé, mais ma vie de rencontre est au minimum. Et ce n'est pas parce que je suis maintenant, j'étais 200 directrices là. Et j'avais commencé cette démarche-là avant parce qu'en fait, on changeait à Québec, je suis devenue gestionnaire. Et donc, ça m'a permis de ne pas participer à toutes les rencontres et j'ai envoyé une gestionnaire, justement, quelqu'un de mon équipe, à participer au gestionnaire. J'y crois beaucoup au debrief. Mario, si tu as parlé, brief up. Quand une de mes gestionnaires vont aux rencontres, ils font 5 bullets de c'est quoi qui est important pour tout le monde et ça se partage à l'équipe. Donc, ça évite aussi qu'une autre gestionnaire participe à cette rencontre-là. Donc, diminuer le nombre de rencontres, faire des comptes rendus rapides, sommaires, pour justement que tes autres membres de l'équipe évitent d'y aller. C'est vraiment des petits outils qui t'aident à avoir du temps de réserve pour toi et tes employés. Super. Et puis là, tantôt, vous aviez parlé, quelques-unes l'avaient mentionné, mentor. Les gens se demandent comment on fait pour se trouver un mentor ou une mentor. Il y a des programmes, en tout cas au ministère, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, on a des programmes que tu peux être, toi, ou sinon d'y aller chercher un. Fait que je trouve que, puis aussi, si je ne me trompe pas aussi, Martine, la communauté nationale aussi, des fois, il y a des activités justement que vous organisez. Moi, je trouve que oui, c'est juste d'aller chercher l'information, mais il y en a quand même différentes sources pour être capable d'aller chercher un. Puis devenir un aussi, là, je trouve que ça aussi, c'est important parce que quand tu en es un, ben, toi aussi, tu apprends. Tu sais, c'est pas juste one way, c'est dans les deux sens. Et des fois, il n'y a pas de disponibilité de mentor, mais il y a quelque chose que moi, j'utilisais. Tu sais, on a donné beaucoup de ressources, beaucoup de livres. C'est bien de toujours avoir un cadre, mais là où j'ai appris le plus dans ma vie professionnelle, c'est à partir des job shadowing. Une journée, je passais 2 journées différentes avec une sous-ministre adjointe et femme et un sous-ministre adjointe gars. Je veux vous dire qu'il y avait vraiment une différence de variation, mais ça veut dire des outils, des façons comme ils se prennent pour leur rencontre. Ça a été, je pense que j'ai appris plus dans ces 2 journées de job shadowing dans des occasions différentes dans les 5 dernières années de ma carrière. Merci pour ça. Je suis en train de lire. On avait une autre question ici. Avez-vous un exemple d'une erreur de parcours qui vous a fait grandir? Josée, tu nous en as parlé tantôt? Ben, en fait, non, moi, ça c'était pas une erreur parce qu'honnêtement, là, je vais vous dire, C'est vrai, je suis fière de. excuse-moi. J'ai mis plein de monde dans le trouble, mais bon, je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Désolée, mais mais je dirais peut-être oui. Moi, j'ai eu à travailler là, sur la transformation là, à l'époque là, avec le DRAP, le budget 2012. On m'a donné le mandat de restructurer les voies navigables. En fait, d'être comme le gestionnaire de projet pour les voies navigables au pays. Fait que c'était le Trans-Severn, Rideau, puis ceux au Québec. Là. Puis, je travaillais directement avec l'équipe ministérielle, là, puis
c'est là où j'ai fait des erreurs parce que, tu sais, on travaille avec l'équipe ministérielle, c'est le ministre, c'est son équipe la fille, là, avec qui je transigeais, elle avait 24 ans, elle ne connaissait pas les opérations, puis on prend pour acquis que, tu sais, ils vont ils vont prendre des décisions en connaissance de cause. Nous, on est les fonctionnaires experts, on débarque là, on a tout fait nos briefings et tout. Je dois vous avouer que j'ai appris à mieux me préparer. J'étais pas assez préparée. Je débarquais avec vraiment, là, on me disait, ils vont écouter ce que moi j'ai à dire parce que, tu sais, je veux dire, moi, c'était pas moi, là. C'était les 25 experts derrière de moi qui avaient fait la job, là. Fait que j'ai appris que, d'un point de vue stratégique, positionnement politique, quand tu travailles avec la donne politique, we're still a civil servant, mais il faut arriver à dire les choses autrement. Là, en plus, c'est en anglais, fait que je dois vous avouer que j'avais cet enjeu-là aussi, là, ben, ce défi-là. Fait qu'il faut se préparer vraiment différemment. Pas arriver, là, we know thing, puis ils vont gober tout ce qu'on dit. Fait que quand on travaille avec la donne politique, puis vous le savez, là, ceux qui sont plus près du politique, tu sais, il faut les briefer et tout, il y a un positionnement à faire, puis ça, ben, je vous dirais, allez vous chercher des mentors à cet effet-là ou allez vous coller à des gens qui ont déjà qui ont déjà eu l'expérience. Tu sais, moi, souvent, là, je vais m'asseoir avec mon boss, puis, OK, j'ai besoin juste que tu me dises si c'est correct comment j'analyse les trucs, tu sais. Puis c'est peut-être pas juste cette personne-là, allez faire du petit butinage à gauche et à droite. Pas juste sur ceux qui sont en situation de haute gestion, ceux qui sont nos gens de communication. C'est nos experts en communication. Fait que cet aspect-là que je dirais, moi, je me suis brûlée avec cette donne-là. Bon, je vais très bien aujourd'hui en passant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter là-dessus? Oui, moi j'aimerais dire, un petit peu une erreur, là, mais je pense qu'il y a une façon d'être quand on est jeune, parce que c'est-à-dire dans les pêches, surtout dans tout ce qui est maritime, les gens sont hyper passionnés, ça commence très jeune. Je dirais, la passion, c'est pas une erreur. Il faut être passionné. Mais à la fin de la journée, il faut comprendre que ce qu'on fait, c'est quand même notre travail. C'est pas ce qui nous définissent. C'est pas une définition de nous, quelque chose qui va nous marquer. Donc, on fait le mieux qu'on peut avec passion et avec beaucoup de volonté. Mais des fois, nos recommandations, ils vont pas se rendre au bout. Il faut pas prendre les noms ou le fait que la haute gestion s'en aille dans une autre direction comme en premier degré et comme une défaite. Donc, oui, c'est bien être passionné, mais en même temps, il faut faire la part des choses. Que si ça n'a pas marché, ben, ça sera dans une autre opportunité. On a donné les meilleurs de nous-mêmes. Passons à d'autres choses. Moi, je dis travailler votre ego. Des fois, là, j'ai mes souffrances, je me dis, non, Marie, ton ego, mais ça de côté 2 minutes. Là, avec l'âge, là, jeune, c'est plus difficile, mais la sagesse avec l'ego. L'ego, ça joue un trop grand rôle des fois. Je vous remercie beaucoup. Le temps passe, on est arrivé à la fin. Merci du fond du cœur, les chers panélistes, pour votre générosité, tous les bons conseils que vous avez donnés. Je suis certaine que les participants ont apprécié.